Vostra. Avec le même prompt, tu donnes ça à 200 personnes, on va tous avoir une image différente. Mais après, quand tu as un professionnel qui est artiste, qui intervient, on va capter sa touche artistique, on va le reconnaître. Tu me mets 100 images devant moi qui ont été générées par IA, par n'importe quelle personne, et tu me mets 2-3 artistes IA que je connais, je vais trouver les images directes. C'est parce que voilà, ils arrivent à apporter leur touche et leur esprit. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui dans les bureaux chez Cosa Vostra Rémi Rostand, le créateur derrière un projet qui s'appelle LHC. Alors non pas le Large Hadron Collider ni le Lausanne Hockey Club, mais les Heures Claires. Donc c'est un nouveau magazine, vous le connaissez peut-être pas. Si c'est le cas, vous allez pouvoir découvrir un peu ce que c'est. Et c'est un magazine généré par l'IA. Donc aujourd'hui, on va pas mal parler d'IA, de création, d'écriture, de génération de contenu. Donc c'est un magazine, c'est également un studio créatif. Et donc Rémi, tu as lancé ce projet, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi François. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots la genèse du projet ? Yes, alors un peu comme tout le monde dans l'écosystème IA, j'ai découvert ChatGPT en novembre 2022. Ouais. Et petit à petit, j'ai pas mal itéré. Et ensuite, j'ai découvert Midjourney. Et s'en est suivi de quelques mois d'essais, de tests et d'expériences. Et après, je me suis retrouvé avec des milliers d'images, à pas savoir quoi en faire. Et je me suis dit, ok, il faut que je lance un magazine après avoir revu des magazines que je lisais avant. Ouais, donc plein d'images. Et puis tu t'es dit, comment je peux les exploiter donc soit tu te fais une simple galerie web ou un book, soit tu t'en fais carrément un magazine. Ouais, un magazine, parce que je pensais que c'était quand même intéressant de faire un lien avec l'IA. Le virtuel numérique et un magazine éventuellement papier et autres, donc voilà. D'accord, c'est quoi ton background toi avant parce qu'on se lance pas comme ça, t'étais quoi, t'étais dans le web, t'étais déjà un peu créatif autour des images? Alors moi j'ai toujours été autodidacte, j'ai toujours appris en faisant, donc c'est vrai que là je suis arrivé dans l'IA créative, on va dire un peu comme ça. J'ai eu un petit parcours de photographe, mais plus dans la photo on va dire technique, donc qui bridait un peu l'aspect créatif. Ouais. Et du coup, avec l'arrivée de l'IA, ça m'a permis de me libérer un peu de ce truc-là un peu fermé, quoi. D'accord, mais aucune expérience dans les médias par ailleurs, rien du tout? Non, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Quand j'ai lancé le magazine, j'ai parlé avec un rédacteur en chef d'un grand journal. Et il m'a parlé de l'ours, mais... Mais tu sais pas ce que c'était un ours? Je me dis, mais merde, mais pourquoi il me dit ça? Je comprends pas le message. Il me sort une vanne et compagnie, et après, j'ai capté, quoi, mais après, ça s'en est suivi avec le chapeau, etc. Ouais. Et en fait, complètement naïvement, moi, je me suis lancé dans le magazine, mais sans connaître les codes, on va dire, donc voilà. Ouais, ça, c'est plutôt marrant. Bon, après, aujourd'hui, c'est quand même relativement simple et aisé de sortir un magazine. Quoique, je l'ai pas dit, mais c'est un magazine papier. Donc c'est quand même un objet, il faut quand même le sortir, il faut l'imprimer, c'est pas assez, c'est simple mais pas tant que ça quand même, c'est quand même tout un parcours. Est-ce que tu sur la petite carte d'identité, tu peux nous raconter, alors j'ai dit c'est un magazine autour de la création, mais c'est quoi un peu le pitch, la ligne éditoriale si tu dois présenter aux gens les heures creuses? Est-ce que tu dis c'est un magazine généré par l'IA? C'est quoi un peu le concept, comment tu le pitches? Alors attention, c'est les heures claires. Oui, pardon. Putain, il faut vraiment que je fasse attention, je suis désolé. Et je ne travaille pas pour EDF. C'est les heures claires. C'est les heures claires, non pas les heures creuses. Alors c'est un format hybride, parce que j'en ai imprimé quelques-uns. Le but, c'est que j'imprime vraiment tous les mois. Ouais. Et après, la ligne, on va dire, c'est de pouvoir montrer ce qu'il est possible de faire avec de l'IA. Ouais. Donc les défauts, les qualités. Pousser le process jusqu'au bout, donc ça peut attirer un public un peu divers et varié. C'est plus axé sur la créa quand même, pour montrer vraiment les possibilités pour des marques, des entreprises ou des agences. J'ai pas voulu m'enfermer dans un côté trop tech, c'est-à-dire que je vais pas vraiment parler que de trucs avec des codes, etc., avec de l'automatisation, etc.
Et je l'ai conçu en 3 parties. Donc partie tech, partie créative et partie un peu humoristique, parce qu'il faut savoir que l'IA a de l'humour, donc on explore ça, on va dire. On en parlera justement. Est-ce que ça peut avoir de l'humour? Est-ce que ça mimique l'humour? C'est intéressant. Vous êtes combien? Donc tu dis je. Est-ce que tu es tout seul à travailler sur les heures creuses? Alors c'est une Les heures claires, pardon. Si je le redis une fois, je donnerai 10 € à une association et on fera le compte à la fin et je ferai un don à une association. Ouais, c'est encore le mauvais réflexe de dire jeu, parce que c'est vrai que ça a pas mal évolué, mais tout récemment, j'ai commencé le projet tout seul, pendant à peu près 6 numéros, et depuis le mois de juin, on est 12 à travailler dessus. D'accord. Donc il y a un directeur de créa, un directeur artistique, des créatifs, une avocate qui contribue également, donc... Et des vrais humains là pour le coup. Et donc ça devient de plus en plus un magazine humain en fait. Ça devient une rédaction entre guillemets, ouais, donc ça me fait rire de dire ça, mais ouais, c'est le cas un peu. Ouais, non, mais ce qui est quand même aussi intéressant. Donc tu l'as dit, c'est un magazine hybride, print et digital. Comment tu le distribues? Alors écoute, malgré tout, voilà, c'est quoi les canaux de distribution? C'est le site, j'imagine. Il y a le site. Après, c'est vrai que j'ai réussi à constituer une petite communauté vraiment de personnes dans l'IA, etc. C'est à la fois un grand écosystème, mais petit en communauté qui fait que de grandir mois par mois. Et pour l'instant, je fais que de l'organique. Donc site web, LinkedIn essentiellement, les réseaux sociaux. Et là, on va peut-être passer à la vitesse supérieure à l'automne où on va aller un peu plus loin, on va dire. D'accord, ça va se développer, tu vas nous raconter tout ça. Et le papier, donc il est on peut l'acheter, on le reçoit, c'est pas encore du kiosque? C'est pas encore du kiosque parce que c'est compliqué encore. C'est vrai qu'il n'y a pas encore un lectorat assez large pour pouvoir le proposer en kiosque. Je le prépare, en tout cas. Les formats print qui ont été imprimés, ça a été pour des événements. Ouais. Donc des événements sur l'IA, donc à Marseille et à Paris. Ça a permis de tester, on va dire, le produit également, de voir l'accueil qu'il pouvait y avoir. Et dès le 2e numéro, j'ai réussi à l'imprimer, et c'est vrai que ça m'a encouragé à continuer parce que j'ai vu qu'il y avait un super accueil, les gens étaient contents, et voilà, donc, Tu peux nous donner quelques chiffres si c'est pas confidentiel? Complètement. Je gagne à peu près, on va dire, entre 1000 et 1500 lecteurs par mois, donc en organique toujours. Là, c'est vrai que on a traduit le magazine pour la première fois avec de l'IA, donc en espagnol et en anglais. Là, on va atteindre les 10 000 lecteurs, on va dire. Et on est au numéro 9, on enregistre là début septembre, le numéro 9 vient tout juste de sortir, je crois qu'il est encore tout chaud. C'est ça. D'accord, donc à peu près 1000-1500 lecteurs en plus, et donc tu dis on atteint les 10 000. On va atteindre les 10 000, ouais. On atteint parce qu'il y a le lectorat international que j'avais pas ciblé jusqu'à maintenant, parce que je m'étais cantonné à la langue française. Et là, c'est vrai que j'arrive à capter une audience plus large. Et sur ces 10 000, tu peux nous donner le mix print web? Alors, il n'est pas printé tous les mois. Hein. Je le print vraiment exceptionnellement. Et qu'est-ce qui fait que tu l'imprimes ou pas? Parce que pour l'instant, je considérais le projet comme un prélude, entre guillemets. C'était vraiment une approche. Je savais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites, parce que moi, je ne suis pas graphiste, je ne fais pas partie du monde de l'édition. Donc, je savais qu'il y avait des coquilles pendant les 6 premiers numéros. Là, maintenant qu'on se structure, qu'on est 12 à travailler dessus avec vraiment des personnes d'expérience, le magazine est en train de prendre une nouvelle forme, une nouvelle charte. Et ça vaut plus le coup de l'imprimer maintenant, on va dire. Donc, plus ça va venir, plus tu penses que ça va être pertinent ça va être pertinent, ouais. de l'imprimer, ça reste un bel objet. Le modèle économique peut nous... Ouais. Encore une fois, tu disais, on comprend entre les lignes que c'est quand même un peu un proof of concept, hein, c'est pour montrer tout ce qu'on peut faire avec l'IA, mais malgré tout, c'est quand même le numéro 9, et puis ça te prend du temps, ça coûte. Est-ce qu'il y a de la monétisation derrière ce projet? Écoute, j'ai lancé le projet sans trop me poser la question, c'était vraiment un projet Voilà, j'ai laissé faire les choses assez naturellement, et petit à petit, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui arrivaient à moi, et du coup, j'ai creusé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je travaille et j'apprends en même temps. Ouais. Et du coup, il y a la partie média, qui est un business économique, on va dire, traditionnel sur un magazine, donc de la pub, etc., avec la petite mention où, pour garder une cohérence, il faut que la pub soit générée par IA, ou accompagnée avec les créatifs de l'IA. Ensuite, il y a la vente, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et il y a le studio créatif, où on répond studio LHC. C'est ça, donc on répond à des demandes créatives d'agences, de clients, vraiment qu'avec de l'IA. Donc c'est un nouveau process que les agences ne connaissent pas encore ou ont du mal à apprivoiser en interne. Donc on les accompagne. Et après, il y a le 3e volet où on accompagne sur des formations, etc. D'accord. Et le studio, il est né en même temps que le magazine pour répondre? Est-ce qu'il existait avant? J'essaie juste de voir un peu dans la logique. Est-ce que le magazine, c'est un peu ta danseuse, et puis c'était un beau projet, c'est cool, et puis en fait, il y avait le studio par ailleurs? Ou est-ce que ça se monte un peu en même temps et ça se nourrit l'un l'autre?
Ça se nourrit l'un l'autre parce que pendant les 6 premiers mois, je pense que l'IA n'était pas mature par rapport aux agences. Il y avait encore une crainte, il y avait un stade de peur, de crainte, de flou, on va dire, entre tout ça. Et du coup, c'est vrai que là maintenant, on est sur une phase d'acculturation. Les gens se posent des questions, ils s'y intéressent, ils se forment. Et là, on va rentrer dans la phase de production et je pense que je suis en plein là-dedans avec le studio créatif, avec les copains du studio où justement, là, on rentre vraiment dans le sujet, quoi. Ouais, t'es au bon moment, au bon endroit, en tout cas, où ce moment, un peu d'acculturation commence à être passé quelque part. Il peut y avoir un peu des projets. Vous êtes combien dans ce studio ? Bah écoute, c'est un peu les 12 dont tu parles et c'est un peu la même équipe ou non c'est à peu près la même équipe et il y en a peut-être un peu moins parce que l'avocate reste avocate. Reste avocate par ailleurs. Donc non, on va être 5 pour le moment en étant en créa et dans la créa, on va dire. Ok, top. Avant qu'on parle vraiment de la fabrication du côté IA, peut-être revenir sur le positionnement éditorial. Tu l'as dit, un peu de tech, un peu de créatif et un peu d'humoristique. Dans les articles, donc moi ce que j'en ai lu, on est sur un mix frontière entre guide d'utilisation des IA, il y a quand même ce côté, ça parle d'IA pour les professionnels, mais aussi des articles qui mettent en avant pas mal de personnalités qui utilisent l'IA, donc ça, des espèces d'entretiens, c'est plutôt un magazine B2B. C'est quoi pour toi un peu l'objectif éditorial ? Alors l'objectif, c'est vraiment d'attirer tous ceux qui sont curieux par rapport à l'IA. Donc le spectre est large finalement parce qu'il va y avoir l'IA va être partout. Donc effectivement, ça peut être marketing, ça peut être ORH, ça peut être un peu partout. Ça va être tout le monde et du coup c'est vrai que ça va être des musiciens. Là j'ai eu la chance d'avoir Joachim Garraud qui est producteur, etc. et DJ et qui a évoqué comment il utilisait l'IA. Donc c'est vrai que ça touche un peu tout le monde et la chance d'avoir conçu dès le départ le magazine en 3 parties, ça me permet de capter des audiences un peu variées. Et c'est sympa parce que là, je commence à avoir des retours où des personnes l'attendent pour regarder la partie humoristique. Les experts l'attendent pour regarder la partie tech, etc. etc. Donc, il y a une habitude qui commence à se créer. Et il y a une attente aussi. Donc, j'arrive à capter différentes audiences. Et voilà, le but, c'est vraiment... Tu arrives à identifier un peu, tu saurais dire aujourd'hui, voilà, c'est quand même plutôt des professionnels, quand même plutôt du monde créatif ou... Ouais, essentiellement, on va dire 80% c'est du monde pro, créa, agence, clients qui s'intéressent aussi à l'IA, donc des grosses marques, etc. Et après, le reste du pourcentage, ça va être des personnes, et bizarrement aussi, c'est rigolo, c'est assez intéressant, des personnes retraitées qui lisent parce qu'ils ont un parcours artistique, et ils ont un parcours... parfois peut-être un peu frustrant parce qu'ils n'ont pas réussi à faire des projets qu'ils voulaient mener dans leur carrière et avec l'IA ils peuvent, donc en fait c'est rigolo parce que je croise beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont à fond sur l'IA et donc, voilà, ça les libère totalement de toutes les contraintes qu'ils ont pu avoir avant l'IA dans leur carrière, etc. Donc c'est très vaste, ouais, c'est assez large. Et tu as identifié des publications concurrentes un peu France ou dans le monde vraiment qui se rapprochent de ce que tu fais aux heures claires, qui se rapproche vraiment de LHC, on n'est que 2, donc 2 Français, donc LHC qui est en France et la copine Nathalie avec le magazine Yals qui est à Lyon, je lui fais un coucou, et on a à peu près la même ligne éditoriale. On a 2 approches un peu différentes. Elle, c'est vrai que ça se rapproche plus d'un magazine un peu comme le L ou des choses comme ça. Moi, c'est plus le magazine qui va s'identifier un peu comme le Wadmag ou le Trix ou le Sugar, des magazines de skate à l'époque. Donc voilà, c'est à peu près le même concept mais avec une approche légèrement différente. Un positionnement éditorial un peu différent, vous ne visez pas les mêmes audiences forcément. On les touche forcément parce que l'IA c'est encore une communauté qui est quand même assez petite, mais oui c'est vrai que ça va se diversifier, quoi, ça va se séparer. Et dans le monde je crois qu'on est au total on est que 6. D'accord, donc ça reste encore un peu niche en tout cas là-dessus. Donc on l'a dit, le magazine, je voudrais là qu'on parle un peu de sa fabrication. 120 pages, c'est un mensuel. Et donc dans l'ours, puisque maintenant tu sais ce que c'est, je peux te poser la question. On trouve quand même des rôles classiques, des contributeurs, un DA, t'en as parlé. Où est-ce qu'elle intervient, l'IA ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans ce process ? Parce que là on a quand même beaucoup parlé d'humains au final, des gens qui sont interviewés, des gens qui écrivent. Elle est où l'IA dans LHC ? Écoute, l'IA, si on s'en sert correctement, tu as toujours besoin d'un humain pour vérifier, pour retoucher, pour faire de la post-prod. Si tu t'en sers juste, tu fais une photo et tu la publies, c'est pas le résultat qu'on attend. Ça va être un résultat où tu vas forcément avoir une main à 6 doigts, tu vas forcément avoir un visage à 3 yeux, etc. Nous, on fait un véritable travail de post-prod derrière. On veut pas montrer ce côté un peu nul de l'IA, parce que tout le monde le connaît, tout le monde le critique dans ce sens-là. Nous, justement, on veut montrer le process. Si on le fait correctement de 0 à 100%, on arrive à sortir des images de qualité, des images qui sont bluffantes, des images qui peuvent être imprimées en 4x3. C'est possible.
Et c'est vrai qu'on tend plus à montrer ça. Donc finalement, le travail de l'IA, on va dire, c'est comme si c'était un collègue en fait, parce qu'on travaille 50-50. Il fournit la base et nous on ajoute le reste en tant qu'humain. Donc que ça soit dans le texte ou dans les images. Le texte, en général, j'essaie de pas trop le reprendre parce que justement, ça permet de montrer l'évolution de l'IA avec le premier numéro. Ouais. Alors, est-ce que tu peux reprendre quand même peut-être le process quand tu dis que le texte, essaye pas de retoucher? L'idée, c'est quoi? C'est il y a des idées d'articles et tu demandes à l'IA d'écrire un article sur ce sujet. Comment est-ce que c'est parce que donc quand il y a une interview, c'est quoi? C'est des questions qui sont proposé par l'IA, répondu par l'humain. C'est quoi le processus créatif? Le processus créatif, c'est que je vais itérer d'abord avec l'IA. Je vais capter des sujets qui sont intéressants, que j'ai vu sur les sujets, même on est en amont, sur les sujets que tu voudrais évoquer. Tu ouais, terres avec l'IA en échangeant avec elle pour imaginer les sujets que tu aimerais évoquer dans le numéro suivant. Où j'essaie de capter un peu les tendances actuelles dans les autres médias, j'essaie de regarder un peu ce qui se dit, etc. Et après, je vais itérer avec l'IA, je vais lui poser la question de qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce qu'on peut en faire un article, et à partir de là, on va itérer. Quand je reçois un invité dans le magazine, je demande à l'IA de se renseigner sur cet invité, d'en sortir des questions. Et après, il y a un journaliste qui a intégré l'équipe, qui reprend, qui réécrit et qui adapte. Mais essentiellement, la base, c'est de l'IA. D'accord. Après, les articles, on va dire c'est du 100% IA quand c'est les articles humoristiques ou satiriques. Ça permet de montrer au lectorat les faiblesses de l'IA et aussi le potentiel. Donc, c'est pour ça que j'essaie de les laisser telles quelles. Un peu des pépites, quoi, voilà, sorties. Ok, et je reviens. Donc, l'idée, là, c'est vraiment quelque chose auquel tu t'astreins, c'est se renseigner sur l'invité, c'est par l'IA et avec ses faiblesses qu'il peut y avoir, les fautes, ou est-ce que ça c'est quand même vérifié par le journaliste? Non, c'est vérifié. Tu vois, il y a eu des fois on fait des recherches et puis en fait c'est faux. Il y a eu factuellement. Alors je parle je sais pas quelle IA, on va revenir sur les IA que tu utilises, mais donc là c'est quand même fact-checké par ton journaliste histoire de qu'il n'y ait pas d'erreur tout simplement. Oui, carrément, il faut quand même vérifier parce qu'il y a des sources qui sont parfois qui sont pas les bonnes, donc il faut quand même vérifier. Et je pense que c'est intéressant même pour toutes les entreprises d'avoir une charte en interne, c'est-à-dire je pense au groupe M6 ou Brut ou des autres médias, etc. Ils ont une charte où ils utilisent l'IA, mais c'est jamais publié tant qu'il n'y a pas un humain qui a vérifié derrière. Et nous, et vous, c'est le cas. Vous avez une charte ou vous l'êtes dit, vous l'imposez Non, on va dire, c'est un petit projet, donc j'entends bien que vous n'avez pas forcément officiellement il faut que j'en parle au boss, du coup. Mais... il est chiant. non, mais on le fait naturellement, en fait, parce qu'on connaît l'IA, on la maîtrise, on l'utilise tous les jours, donc on le voit où il y a les problèmes. Donc on le fait naturellement sans forcément s'être concerté. Ok, donc je reprends parce que je suis curieux, ça m'intéresse. Donc tu as identifié un invité, tu demandes à l'IA de se renseigner dessus, tu fact-check, tu demandes à l'IA de proposer des questions, une trame de questions qui sont reprises par le journaliste et après ça c'est envoyé à la personnalité, puis elle renvoie ses résultats et puis donc ça c'est bon, pour cet article là c'est fait. C'est ça. Et éventuellement tu vas l'illustrer et donc là illustration faite par l'IA. Exactement. C'est ça c'est un entretien un peu classique et puis après c'est comme ça que ça se fait pour on va dire les 2 tiers et puis le dernier tiers humoristique, là c'est tu peux raconter un peu alors j'essaye de sortir de l'IA sur la partie satirique et humoristique. Justement, j'essaie d'explorer des sujets de société, on va dire, donc comme les personnes qui jettent leur mégot par terre par exemple, ou des choses comme ça, en demandant à l'IA ce qu'elle en pense et te faire un... Exactement, et en fait je l'entraîne pour qu'elle soit critique envers l'humain. Donc en fait l'IA critique les humains par rapport à leurs faits et gestes, et on tombe sur des pépites quand même en termes d'articles où c'est assez poilant, donc on se régale à la faire cette partie. Ouais, j'imagine, ça doit être assez sympa. Et alors qu'est-ce que vous utilisez techniquement? Quel type d'IA vous utilisez? Est-ce que c'est du grand classique ou vous les croisez? Vous avez vos préférences? On les croise parce que quand on est dans un processus créatif comme le magazine, on est obligé de croiser des IA parce que c'est complémentaire. Donc là, en termes de LLM, donc les LLM, c'est les IA rédactionnelles. On en utilise à peu près 4 ou 5 par mois pour le magazine, parce qu'elles ont chacune une caractéristique qui permet de le faire. Et après, sur les IA créatives, donc images, vidéos, musique également, ça nous arrive. On est à peu près une dizaine, quinzaine. Donc au global, on doit être sur une vingtaine d'IA par mois à utiliser et à découvrir aussi, parce que ça n'arrête pas de Oui, j'imagine que vous avez quand même ce truc de veille aussi, vous, si vous le faites pas, qu'il le fera, quoi. Et donc vous les utilisez en fonction quoi, des appétences des uns, des autres, des contributeurs, ou est-ce que vraiment, selon le style que vous imaginez, vous dites tiens, ça rendra mieux
Alors, il y a un peu de tout, parce qu'il y a des IA qui vont super bien répondre au prompt. Donc, le prompt, c'est vraiment la demande qu'on va faire à l'IA pour avoir un résultat. Donc, il y a des IA qui vont fonctionner super et qui vont être très réactives. Donc là, on les utilise en priorité. Il y en a d'autres où on va un peu plus galérer, parce qu'il y a un gros travail de post-prod derrière. Donc, que ce soit dans le visuel et l'aspect créa. Dans l'aspect texte, il n'y en a pas des masses. Il y en a 5 qui sont pertinentes. Donc, le premier, ça va être, de ma part, Claude, de chez Anthropic. Le second, ChatGPT, forcément. Et le troisième, je commence à l'utiliser beaucoup, c'est Perplexity. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près les IA principales au niveau du texte. Au niveau du texte, quoi, ouais, c'est vrai. Et au niveau de l'image? Au niveau de l'image, j'ai ma chouchoute, elle est pas très connue. C'est Visual Electric, donc c'est une petite plateforme pour le moment, mais elle me sort des résultats. Je retrouve le plaisir de faire des images au début de Midjourney. Donc Midjourney qui est le géant, on va dire, de sur ça. les images, le leader. Le leader, mais j'ai l'impression qui vient de se sortir du mode Discord, d'ailleurs. Exact. Mais je trouve rendre encore plus accessible probablement. Plus accessible, mais après avec un peu plus de difficulté à avoir des bons visuels par rapport au prompt, et ça commence à être un peu difficile à faire des bonnes images avec Midjourney. Il faut quand même pas mal itérer. Moi, c'est vrai que dans le processus créa du magazine, j'ai besoin de faire les choses quand même. Je peux pas y passer 2 jours sur un seul visuel, et donc voilà, il faut trouver le juste milieu, on va dire. Et qu'est-ce que tu dois faire en post-prod? Parce que tu dis, il y a de la post-prod à faire derrière. C'est quoi? C'est des ajustements colorimétriques? C'est ou c'est ce que vous arrivez pas, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à avoir avec l'IA que tu dois refaire à la main? Justement, il y a toujours un peu des hallucinations. Donc les hallucinations dans l'IA, c'est vraiment les 6 doigts, les fameux, les 3 jambes, etc. Et ça, on essaye de le reprendre, on fait en sorte de retoucher, mais avec de l'IA toujours. Il faut savoir que les logiciels de montage et de retouche actuels proposent de l'IA pour le faire. Donc en fait, on est toujours dans un process d'IA. Et on essaie de rattraper tous les défauts de l'IA et d'améliorer la qualité du visuel, parce que ça nous sort des formats qui sont sympas, mais si on veut les agrandir, on est obligé de passer par d'autres outils IA pour pouvoir les agrandir et les améliorer. T'es limité en termes de résolution sur les IA, ou est-ce que tu peux avoir de la très haute résolution suffisante? Tu peux vraiment avoir de la haute résolution. Le DA qui travaille chez LHC, donc Arnaud, qui est en Bolivie, a fait une exposition avec des impressions à 2 mètres, etc. Donc c'est possible. Ouais. Mais il faut passer par un process complet avec différentes IA pour le faire, quoi. Ah ouais? Tu passes ton image d'une IA à une autre? Ouais, carrément. Donc par exemple, là, je vais générer une image sur Midjourney pour rester dans la plus connue. Ensuite, sur Photoshop. Et ensuite, on va la passer sur Magnifique, qui est un outil qui va permettre de l'agrandir, de l'améliorer, et de pouvoir faire ça plusieurs fois pour avoir un agrandissement de haute qualité. D'accord. Et là, pour le coup, c'est l'IA qui est capable d'améliorer la résolution en rajoutant de la matière, en rajoutant du détail pour que quand on zoome, ce soit pas pixelisé. Elle imagine ce que serait... Exactement, ouais. C'est vraiment la fonction Enhance qu'on voyait dans le truc. Enhance. Complètement, c'est exactement ça. Dans NCIS, ou je sais plus. Et ça existe. Oui, ça existe vraiment. En tout cas, c'est quelque chose d'imaginer. Ça, bien sûr. C'est pas, s'il y avait une photo d'un suspect, elle imaginerait des détails, quoi. C'est pas la réalité. On peut pas inventer, on peut pas rattraper la matière qui est disparue. Être vrai les suspects qui appellent le magazine Les Heures Creuses. Voilà. Je ne sais pas de qui tu parles. Arrêtez ces personnes. Et il y a bon, t'as parlé un peu de nouveautés. Il y a des technos sur lesquels tu paries pour le magazine et des médias en général. Qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, t'excite un petit peu dans les IA à venir, dont on n'a pas encore forcément entendu parler ou qu'on n'utilise pas, nous, au quotidien? Ça va être... là, je pense qu'on va rentrer dans l'ère de la vidéo. Ouais. Donc ça, c'est plus le côté qui m'excite, mais de loin, parce que pour le moment, je ne suis pas encore satisfait. Mais quand on regarde les premières images de Midjourney il y a 4 ans, c'était une catastrophe. Quand on regarde le résultat aujourd'hui, on est bluffé. La vidéo, ça va aller encore beaucoup plus vite. Donc il y a cet aspect-là qui m'intéresse beaucoup. L'aspect vidéo. Après, au niveau des LLM, c'est la limitation des textes. Pour l'instant, LLM va être vite limité sur la longueur. Là, il va y avoir des progrès où on va pouvoir aller très très loin. Donc, on va pouvoir faire des longs textes sans qu'on perde la cohérence. Oui, c'est ça. Ou la répétition. Ou en trichant, etc. Ce qui est très compliqué, quoi, qui rend le process compliqué. Quoi. Ça, et puis, c'est mine de rien, c'est un petit truc qui m'excite aussi parce que je sais que je vais pouvoir aller beaucoup plus loin dans mes idées. Donc voilà. Ouais. Et tu pourrais aller sur de la vidéo, le projet, le fait que ce soit un magazine avec une mise en page, donc très écrit et image, dont toi, tu sors de tout ça, et demain tu pourrais très bien Les Heures Claires pourrait être un magazine avec de la vidéo, un site, une plateforme créative, je sais pas. Ouais, oui. Complètement. Le but, c'est pas de se fermer, c'est justement accueillir toutes les IA et tous les progrès de l'IA. Donc là, on a fait un test avec la musique, ça s'est bien passé, on s'est bien marré. La vidéo, ça va être quelque chose qu'on va mettre en place, pas pour le moment, parce qu'en interne, on n'est pas forcément très convaincu pour le moment.
Mais d'ici, on va dire 6 mois, je pense que ça sera le cas. Et on intégrera de la vidéo sur des images qui sont fixes dans le magazine, avec un petit système interactif où on clique dessus et on se retrouve dans la vidéo avec une expérience. À terme, le magazine deviendra aussi une web TV, etc. Donc voilà, c'est tout un peu les projets qu'on a en cours, quoi. D'accord, on en reparlera. Et alors pour le moment, quand même, je reviens sur le magazine. Print, il y a de la mise en page. Est-ce que dans la fabrication du magazine, la mise en page, il y a de l'IA ? Est-ce que vous avez testé des choses en se disant on est un peu jusqu'au boutiste et on va tester aussi là-dessus, ou c'est une mise en page classique, InDesign ou Express en l'occurrence, je ne sais pas ce que vous utilisez. Écoute, quand j'ai lancé le magazine, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc j'ai découvert InDesign en même temps que le premier numéro. D'accord. C'était une sacrée aventure. Non, là on est sur une mise en page traditionnelle pour le moment. Il y a des outils comme Canva qui permettent de faire pas mal de choses, mais c'est pas professionnel encore pour faire un magazine de ce type-là. Donc non, là c'est traditionnel et pour l'instant on regarde de près. Adobe propose rien, donc Adobe qui est l'éditeur d'InDesign, comme Photoshop, sur lequel Photoshop ils sont plutôt à la pointe en termes d'IA. Non, sur InDesign, t'as rien vu de... J'ai rien vu. Après, je sais qu'il y a Adobe Max qui va pas tarder à arriver avec des grosses annonces, donc peut-être, parce qu'ils aiment Adobe bien... Max étant leur grand événement où ils font toutes les annonces, quoi. Donc, c'est ça, et je pense que ça va être centré forcément sur l'IA cette année, donc probablement des nouveautés sur InDesign, donc on verra. Je regarde ça de près. D'accord, mais donc là, c'est vraiment très décevant et traditionnel, la mise en page à la main. Ouais, et heureusement que j'ai mon DA qui a intégré l'équipe qui me soulage sur ça, parce que qui a redonné un petit coup de souffle au magazine par rapport à la structure. Et c'est là que tu vois qu'il y a des vrais métiers là-dessus et que c'est pas juste le beau choix des images, mais la mise en page, c'est effectivement c'est un grand sujet, surtout pour des magazines comme ça. Mais c'est bien de voir aussi qu'il y a quand même des places encore pour l'humain, un peu des choses belles à faire, quoi. C'est intéressant. Là, c'est vrai qu'on dit qu'il va remplacer les humains, c'est pas forcément le cas, surtout sur les projets créatifs. Là, j'ai eu la chance d'avoir Paul Trio qui a eu un accès en avant-première sur Sora, donc l'IA vidéo de pour la vidéo, et d'OpenAI. Et du coup, il a fait un projet et finalement, il l'a pas fait tout seul. Ils ont été une équipe de 15 personnes derrière. Donc, c'est juste que ça va soulager peut-être les aspects logistiques, mais en termes d'équipe, non, parce qu'on a tous des compétences différentes. Et là, il a constitué une équipe de 15 personnes, ils ont fait un clip et voilà. Donc, il n'était pas tout seul. Donc, ouais, ça, c'est intéressant. Après, c'est toujours se dire, est-ce qu'en s'améliorant de 15, tu passeras à 12, puis 10 ou quoi, c'est ça qu'il faudra un peu surveiller. Est-ce que ce clip qu'ils ont fait à 15, ils auraient dû être 30 ou 40 s'il n'y avait pas eu l'IA pour le faire ou pas, ou est-ce que c'est différent, c'est un processus? Ça va être différent parce qu'après, là, je prends l'exemple toujours du DA parce qu'il a une expérience, il a une double casquette qui est quand même assez intéressante parce qu'à la base, il est artiste, il est peintre, etc., etc. Il a ajouté l'IA à son arc, on va dire, et c'est hyper complémentaire. Donc, il va avoir des profils qui vont se dégager comme ça en disant, bon, je maîtrise l'IA de A à Z, ça va être hyper complémentaire pour une agence, pour une boîte de prod, etc. Donc, ça va créer des nouveaux métiers forcément comme Internet. Et lui, par exemple, artiste, lui, il voit ça comme démultiplier son potentiel, etc. Il voit absolument pas comme une crainte ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, il est à fond. Là. C'est un grand passionné, il y passe des heures et des heures, et là, il s'éclate, justement, ça libère vraiment sa créativité. C'est ce qu'il faut, je pense que c'est un des messages importants, mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut rappeler. Et après, je crois que je l'ai déjà dit ici, mais moi, par exemple, qui suis pas forcément un créatif, en tout cas sur des images, etc., tu peux me donner la meilleure IA, j'en ferai rien de bien. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, si t'as pas un esprit créatif et être capable de demander, de guider la machine, qui n'est pas un génie, la machine, en fait, elle répond quand même à un prompt. Et s'il n'y a pas un prompt quelque part créatif, il n'y a rien derrière, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est creux, en tout cas, c'est nul. Je fais des trucs bien parce que, en fait, à force de s'entraîner, et puis elles sont bien, mais c'est des choses que tout un chacun peut faire. Quand on voit des images, notamment dans les heures claires, etc., tu dis, ah ouais, bon, il y a vraiment quand même des mecs qui ont des idées, qui sont des vrais artistes, quoi. Mais complètement, et je pense que l'IA, justement, ça va pas... Déjà, avec le même prompt, tu donnes ça à 200 personnes, on va tous avoir une image différente. Mais après, quand tu as un professionnel qui est artiste, qui intervient, on va capter sa touche artistique, on va le reconnaître. Tu me mets 100 images devant moi qui ont été générées par IA, par n'importe quelle personne, et tu me mets 2-3 artistes IA que je connais, je vais trouver les images directes. C'est parce que voilà, ils arrivent à apporter leur touche et leur esprit. Donc, c'est intéressant ça. Et c'est vraiment dans le prompt, c'est pas dans la manière dont ils ont éduqué le modèle, etc. Il y a un peu de tout, tu peux éduquer ton modèle, tu as des systèmes qui permettent de le faire, mais après oui, c'est la manière d'écrire, c'est aussi les références photographiques que tu peux avoir, les références d'effets, de cadrage, etc. Et ça, seul un professionnel averti peut connaître ces termes-là et les switcher entre eux, et ça fait des résultats qui sont bluffants. Ouais.
Et qui sont identifiables. Et qui sont complètement identifiables. Et après, toujours avec le travail de post-prod derrière, justement, pour améliorer tout ça. Mais oui, carrément. Ouais, la petite secret sauce derrière, effectivement, de post-prod aussi qui se voit bien, quoi. Donc, je voulais parler aussi un peu du studio, quelque part, parce que c'est aussi intéressant, parce que ça ouvre aussi des perspectives pour vous. C'est quoi les clients aujourd'hui et leur degré de maturité vis-à-vis de l'IA? Tu dis, il y a des annonceurs dans les heures claires, dont les process, tu le disais, tu vous astreignez aussi à ce que ces publicités soient générées par l'IA. C'est fait par vous, par le studio? Est-ce que c'est fait par les équipes de l'annonceur? Est-ce que c'est main dans la main? C'est quoi ton ressenti par rapport à ces annonceurs et qui sont-ils? Yes, ça va être. On travaille beaucoup avec les agences de com pour le moment. Ouais. On a quelques clients en direct qui commencent à arriver. On discute beaucoup. L'IA change beaucoup de choses parce que du coup, on fait le process au sens inverse. C'est-à-dire qu'on va demander à l'IA des choses qu'on va pouvoir proposer. Alors qu'avant, on part sur un brief, sur un fonctionnement normal. Donc ça marche aussi. Mais voilà, il y a un nouveau système qui commence à arriver par rapport à ça. Donc c'est le sens inverse. Et ensuite. Non, pour l'instant, c'est agence de com parce que les clients, ils sont un peu, comment dire, ils ont un peu de recul par rapport à l'IA, mais ils se posent beaucoup de questions de l'ordre du juridique, l'utilisation qu'on peut en faire, etc. Donc il y a un peu ce frein-là encore, mais qui est en train de se lever. Là, je vois qu'il y a une dynamique depuis juin, on va dire, où il commence à y avoir beaucoup de demandes et je pense que voilà, on est vraiment dans la phase de production, on va commencer à faire des projets bien sympas. Mais tu as pu le voir de ton côté, je pense que tu n'as pas énormément de marques qui te viennent à l'idée comme ça, qu'ils ont fait des campagnes IA, il y en a quelques-unes. Pas beaucoup. Non, et puis pardon, tu allais en citer quelques-unes. Oui, il y a Undies qui a fait un travail sur l'IA en France. Ouais. J'ai vu qu'il y avait McDo aussi, qu'ils ont fait un test avec de l'IA vidéo. Il y a Toys R Us aussi. Mais ça reste très discret et très expérimental. Ouais. Et c'est vraiment un coup de marketing. On a fait ça avec de l'IA. Oui, voilà, parce que après, ça peut être aussi le côté un peu casse-gueule, de retour de bâton, etc. Autant que ce soit effectivement une expérimentation hyper labellée IA, comme ça, il n'y a pas de risque. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas encore passée dans le quotidien en se disant voilà et puis etc. Après, ça va venir, mais c'est une question de curseur aussi. Ça va venir. Après, attention, il y a beaucoup de marques qui font de l'IA mais qui le disent pas aussi. Ouais. Donc ça, il y en a un paquet, mais voilà, de toute façon, on l'utilise de partout l'IA. Donc après, je vois pas pourquoi on marquerait Photoshop sur une campagne de pub. Parce que c'est un outil finalement, et l'IA c'est pareil, c'est un outil, donc je vois pas là trop. Tu vois pas l'intérêt de mettre un libellé? Parce que moi je trouvais ça bien. Alors après, c'était surtout sur les questions un peu, tu sais, de représentation des corps pour ne pas avoir en permanence cette image parfaite. Donc rappeler que ça avait été retouché par Photoshop, ça permettait de se dire ok, c'est pas la réalité. Et moi, jeune fille, parce que souvent c'est sur les filles, je suis pas censé ressembler à ça, tu vois. Donc ça avait ce côté-là. Pour toi, si on utilise l'IA, on devrait pas systématiquement marquer ça a été fait, généré ou retouché par l'IA. Je suis pas catégorique, mais disons que là c'est l'effet de mode, donc c'est cool. Même moi, dans le magazine, je dis que c'est un magazine IA, donc voilà, je surfe aussi sur la mode, y a pas de souci. Mais je pense que c'est un truc qui se tassera dans 5 ans, 6 ans, on le dira. On n'en parlera plus, ce sera parce que, commun. Ça deviendrait un outil en fait traditionnel qu'on utilise tous les jours et puis il n'y aura plus forcément d'intérêt marketing à le dire, quoi. D'intérêt, non. Après, est-ce que ce sera plutôt une obligation? Là, j'étais plutôt sur le côté réglementaire. Sur le côté légal, oui, forcément. Ouais, voilà, sur le côté légal. Mais effectivement, il n'y aura plus en tout cas d'effet waouh de se dire bah tiens, on a utilisé l'IA alors qu'on est encore un peu là-dedans, quoi. Et donc, pardon, je reviens sur le process de tes annonceurs, alors qu'ils sont peut-être des agences. Tu vas les voir avec justement des idées générées par l'IA et elles achètent ou pas, et puis derrière vous le faites. C'est quoi un peu le process aujourd'hui, un peu ta campagne type? Alors là, on a eu un petit challenge, c'est-à-dire qu'il y avait un brief qui avait été fait. On n'a pas assisté au brief, donc on n'a pas eu notre retour en disant ça va être chaud à faire. Ouais. Du coup, on a dû s'adapter. Et on a un peu galéré, mais ça va, on a réussi à vraiment reproduire le brief initial, parce qu'on arrivait en fin de boucle, et on a réussi grâce à l'IA. C'est vrai qu'après le process de partir de zéro et d'être là au milieu du brief et de poser des idées avec de l'IA et de pouvoir leur montrer ce qu'il est possible, je trouve ça quand même beaucoup plus sympa. Ouais. Parce que là, on voit le potentiel de ces outils. Mais voilà, on arrive à s'adapter à toutes les demandes, et même avec des briefs, avec des croquis, etc. Ça, on y arrive, c'est un peu plus galère, mais voilà, on peut y répondre. Vous pouvez y répondre, quoi, comme une agence classique. Si on se repart au Mediarama, on parle quand même beaucoup de médias, hein, forcément. Si tu devais partager des recommandations à mettre en place au sein d'un média pour vraiment utiliser tous les potentiels de l'IA, donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les médias, hein. Nous, chez Cosa Vostra, on accompagne pas mal de médias justement là-dessus. Mais toi, qui le
pratique au quotidien, qui est un média, donc vous avez poussé vraiment à l'extrême, hein, puisque tout est construit autour de ça. Mais s'il y avait 3 recommandations que tu devrais faire à mettre en place dans un média? À mettre en place, ça va être enlever toutes les tâches répétitives et rébarbatives. Moi, je le vois, je suis pas du monde des médias encore une fois, mais je vois toutes les tâches qui peuvent être un peu chiantes à faire au quotidien. Ouais. Et c'est vrai que d'intégrer un système d'automatisation et de productivité d'IA, sans parler de côté créa, mais vraiment le pur truc productivité, ça c'est clair. Ça c'est même une obligation, on va dire, parce qu'on passe trop de temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et l'IA peut le faire aujourd'hui. Ouais, qui sont pas très intéressantes, hein, même intellectuellement parfois. Complètement. Donc identifier les endroits où il y a justement ces tâches répétitives à faible valeur ajoutée, quoi. Ouais, c'est clair. Faire un audit de ce qui est chiant à faire dans une entreprise, que ce soit pour les collaborateurs, de faire vraiment un audit de tout ça et de détecter les points chiants, quoi, et de le remplacer par l'IA parce qu'il n'y a pas d'intérêt, quoi. Ouais. Et on aura des collaborateurs beaucoup plus contents de travailler parce qu'ils vont s'atteler à des choses beaucoup plus passionnantes. Ouais, c'est clair. Sur le côté créatif, justement, tu penses que dans les médias, même si on va pas générer entièrement des illustrations faites par IA, tu penses que tout le monde devrait l'utiliser? Oui, carrément, parce qu'après, c'est vrai que des fois, on a des briefs où on balaye l'idée parce qu'elle est trop compliquée à faire. Donc c'est dommage, on passe à côté de super bonnes idées, parce que c'est des problèmes logistiques, etc. Et là maintenant avec l'IA on peut y répondre, donc c'est cool, on peut vraiment aller loin dans la démarche de créa, et même mettre un lit sur la Lune c'est possible, faire descendre un kayak sur un volcan en éruption c'est possible, et on n'a plus de limites. Donc ouais, sur la partie créa il faut explorer tout ça. Ouais, mais après, je sais pas, tu saurais dire par exemple ce type d'image, combien de temps ça prend? Est-ce que c'est rentable de se dire plutôt que... C'est ça qui est intéressant, c'est plutôt que d'utiliser une stock photo ou aller sur un truc un peu extrême, une pure création comme ça, que je sais pas, est-ce que tu sais combien de temps ça peut prendre à faire? Est-ce que c'est rentable pour un média d'aller là-dessus? Ça va dépendre du degré de qualité que tu attends, mais c'est quand même beaucoup plus funky qu'aller passer 1 heure ou 2 heures sur une banque d'images et choisir la bonne image. Tandis que là, on passe 1 heure ou 2 heures à faire sa propre créa, c'est quand même beaucoup plus valorisant. Ouais. Donc, et pour le créatif, et puis au final, un résultat qu'on verra pas ailleurs, quoi. Et qu'on verra pas ailleurs, parce que c'est vrai que les banques d'images, c'est un peu le cas, quoi. Ouais, c'est souvent aussi un des cas d'usage que je dis, voilà, plutôt que d'utiliser toujours les mêmes photos, parler de finance avec une tirelire en forme de cochon. C'est clair. Non, mais tu vois, là, rien que là-dessus, je pense qu'il y a des vrais... Bah là, c'est rigolo, parce que c'est vrai que sur le magazine, on a des articles juridiques qui sont parfois un peu compliqués à faire des visuels. Ouais. Et on pourrait tomber Presse Pro, il y a vraiment ce problème-là, tu vois, souvent des trucs où c'est dur de trouver des illustrations pertinentes, et là, tu le dis bien, sur du juridique, ah putain, c'est pas funky, quoi. C'est pas funky, mais si tu regardes les 3 rubriques des derniers numéros, finalement on s'éclate parce que justement ça fait des petits challenges. On se dit putain, l'article il est pas évident là, mais comment on fait? Et en fait on s'éclate. Ouais, c'est bien, ça c'est intéressant. Ça c'est des bons cas d'usage parce que encore une fois, voilà, là pour le coup ça ne peut être fait que par un créatif parce qu'il faut quand même réussir un peu à se projeter là-dessus, et puis ce sera toujours plus efficace, je pense, en termes d'avoir envie de lire l'article parce qu'on a une image qui attire un peu l'œil que notre petite tirelire en forme de cochon. Et tu penses pas qu'il y a un risque si tout le monde utilise l'IA pour les images, que tout finisse par se ressembler? Après tout dépend de l'usage, hein. C'est vrai que si on reste sur vraiment de la production d'images par milliers, forcément on va retrouver un peu le même problème que les banques d'images. Finalement on va retrouver le cochon en forme de tirelire, mais si après on apporte quand même un pourcentage de créa, comme on l'a évoqué, non, parce qu'on retrouvera la touche artistique de chaque personne qui l'a fait. Donc c'est un créa, on va retrouver sa marque, sa patte, etc. Mais ça dépend de comment on l'utilise. Ouais, donc faut injecter, faut quand même laisser les créas s'emparer de ce sujet. Faut libérer les créas. Faut libérer les créas, exactement. Rémi, si on se projette un petit peu dans les mois ou années à venir, pour les heures claires, c'est quoi le développement? Alors, tu as parlé un petit peu de vidéo, peut-être d'un web TV, etc. Mais comment est-ce que tu imagines les prochaines étapes du projet? Alors, les prochaines étapes, ça va être de structurer encore le magazine, d'agrandir l'audience, le lectorat au niveau international, de pouvoir proposer du print plus régulièrement, d'avoir des partenaires aussi, annonceurs, etc., qui veulent jouer le jeu avec des campagnes IA, proposer des hors-séries. Il y en a un qui va pas tarder à sortir, qui va être sympa. Sur l'IA. Sur l'IA, mais pas l'IA Tech. Vraiment, on est parti sur un sujet très précis qui a inspiré le magazine au tout début, et en fait on va surfer sur cette thématique, et il n'y aura pas de tech, il n'y aura que dalle, il n'y aura que des visuels IA avec vraiment le côté fun, quoi. D'accord, ça peut être cool, effectivement. Et le magazine, donc l'acheter en ligne ou faire des dons, des campagnes de crowdfunding, je sais pas, est-ce que c'est des sujets ce sont des choses qui marchent bien quand même dans les médias quand c'est bien mené? Est-ce que tu as regardé?
J'ai regardé, mais ça m'intéresse pas forcément de faire une campagne de crowdfunding parce que c'est un peu casse-gueule. C'est vrai que faire une campagne, soit ça fonctionne, soit ça marche pas. Non, je préfère faire les choses naturellement. Là, l'organique, il fonctionne très bien. La prochaine étape, ça va être de faire du ads, de voir un peu comment ça réagit. Comment ça réagit, en effet. Mais là, pour l'instant, la vitesse de croisière est bonne parce que ça me permet justement de structurer l'équipe. Ça me permet de pas être noyé non plus. Je fais les choses très naturellement. Tranquillement, oui et non, parce que c'est beaucoup de travail. Mais voilà, je laisse les choses venir et j'y vais petit à petit. Avant que tu nous donnes un truc cool à partager, je pense que tu dois en voir plein, et ça peut être sur l'IA. Comment on peut te contacter ? Peut-être parce que justement, pour des projets, des collabs, des annonceurs, je sais pas, des contributions. Alors, c'est le moment un peu de promo. Ouais, si tu veux. Donc... essentiellement LinkedIn, c'est là où je suis le plus présent. Et après, il y a le site internet qui prend le relais pour tout ce qui est mail, etc. Mais LinkedIn, c'est là où je suis. Bon, et alors le site, je le redonne quand même. J'avais fait un zoom, studiolhc.hflip.co. Alors, c'est peut-être l'URL de la liseuse. C'est ça. Donc, c'est studiolhc.art, comme art. Art, ok, qui est une belle extension. studiolhc.art. Top. Et donc, le dernier truc, le gimmick de Mediarama, est-ce que tu as un truc cool, ou plusieurs d'ailleurs, à nous partager ? Choses que tu as pu voir, des expos, des livres, des films, ce que tu veux. Un truc cool à partager, ça va être... Ça peut être un outil aussi. Hein. Est-ce que tu as découvert des petits outils sur l'IA ou des choses un peu rigolotes qui t'ont fait un peu sourire, marrer? Bah écoute, moi ça m'a bien fait marrer l'aspect musical, on va dire, des choses. On peut vraiment créer une musique complètement barrée et on laisse faire l'IA parce qu'il y a un travail de compo derrière, etc. Donc c'est assez rigolo. Et après, non, le truc qui m'a plus impressionné, on va dire, c'est l'exposition de Arnaud qui a intégré l'équipe de LHC où il a fait des grands formats. Et là, c'était bluffant parce qu'on voit le potentiel de l'IA, le détail, la qualité. Et les gens qui visitaient l'expo en Bolivie n'arrivaient pas à en croire, quoi. Ils disaient c'est pas de l'IA ça. Mais en fait c'est quoi de l'IA là c'est des humains qui sont en face de nous, c'est pas du faux. Donc c'est le côté funky, quoi, jamais. Et on peut retrouver des images de son expo en ligne. C'est Arnaud comment ? Arnaud Templier, il a fait la série dans le magazine de Juillet et c'est lui qui a fait la couverture aussi, donc ça permet de voir un peu la touche créative. D'accord, donc on peut retrouver sur le site de LHC le numéro de Juillet et revoir des images de son exposition. Carrément. Top. Je reviens quand même sur le truc de la musique. Est-ce que l'IA a une oreille musicale ? Est-ce qu'elle compose des belles mélodies ? Alors, il y a eu une mauvaise utilisation de l'IA musicale cet été. On a eu quelques petits bad buzz sur des musiques qui ont fait un peu du bruit cet été. Mais oui, carrément, elle a quand même une bonne technique musicale. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, après, ça reste encore très amateur. Je pense qu'un producteur de musique derrière, il va me bâcher derrière. Mais non, c'est le côté funky. Moi, j'aime. Je trouve qu'elle se déroule pas mal. Bon, à tester aussi. On mettra, si tu as quelques outils à nous partager, on mettra dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse aller jouer avec ça. Rémi, merci pour ton temps. Bravo pour ce projet LHC. Donc, le numéro 9 qui vient de sortir, qu'on peut retrouver donc sur le site. Et donc, celui-ci n'est pas imprimé. Il ne sera pas imprimé celui-ci, mais il y aura le hors-série. Il y aura le hors-série qui, je pense, le sera. On l'espère pour toi et on suivra tout ça. Merci en tout cas pour ton temps. LHC Les Heures Claires, magazine généré par l'IA. C'était intéressant de parler de tout ça et de voir les avancées. Merci et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut. Merci. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.